Bonjour et bienvenue dans cette capsule où nous allons travailler sur la deuxième loi de Newton. Donc on va partir d'un exemple, un hockeyeur qui frappe un palais à l'aide de sa crosse pour tenter de marquer dans la cage adverse. Alors on va se poser deux questions. Quelles sont au moment où le hockeyeur frappe le palais les actions exercées sur celui-ci? Et quel est le lien entre les forces appliquées au palais et la seconde loi de Newton? Donc là nous allons faire quelques rappels de seconde et de première. Donc, lorsqu'on étudie un objet en mouvement, il faut absolument définir son référentiel. Ici, c'est le référentiel terrestre. Le système étudié, c'est le palais. Et ensuite, on va pouvoir faire le diagramme objet-interaction avec au centre, ici, notre objet étudié. Ensuite, eh bien, quelles sont les actions qui s'exercent sur le palais? Nous avons une action exercée par la crosse. C'est une action de contact. Voilà pourquoi ici, vous avez des flèches en trait-plein. Ensuite, vous avez la glace qui exerce aussi une action sur le palais. Ben oui, parce que si la glace n'exerce pas une action sur le palais va s'enfoncer dans la glace. C'est aussi une action de contact. Et ensuite, vous avez une action à distance, elle est représentée par des flèches en pointillés. Eh bien, c'est tout simplement la Terre qui exerce une action à distance sur le palais. Donc, si vous avez justement, on remarque qu'il y a des doubles flèches, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Terre, par exemple, exerce une action sur le palais, mais le palais exerce aussi une action sur la Terre. On dit alors qu'ils sont en interaction. C'est le principe de l'action-réaction, la troisième loi de Newton. Donc en physique, eh bien, les actions mécaniques vont être modélisées par des vecteurs, donc des flèches. Donc ici, nous avons notre palais qui est représenté avec la crosse. Nous avons ici le point de contact. Et au centre de ce palais, eh bien, nous avons le centre de gravité. On va lui appliquer justement quelques forces. Alors, faisons le bilan des forces. Donc nous avons dans un premier temps la force exercée par la crosse sur le palais. Cette force, elle commence ici au point de contact. Elle est orientée vers la droite, elle va dans le sens du mouvement. Et vous voyez que cette force eh bien, se place au niveau du palais, à la surface du palais. Ensuite, nous avons le poids. Donc ce poids commence à partir du centre de gravité. C'est une force qui est verticale et dirigée vers le bas. Et ensuite, nous avons la réaction du support, donc la réaction de la glace, qui, elle, va commencer entre le point de contact glace-palais, et ça va être dirigé vers le haut, et c'est aussi vertical. C'est d'ailleurs l'opposé du vecteur poids. Donc nous avons ici la trajectoire du palais. On a relevé les différentes positions de ce palais à des temps réguliers. On veut maintenant déterminer la vitesse V2. Pour cela, on va mesurer à l'aide de la règle la distance entre le point à la date T2 et le point à la date T3. Donc ici, cette distance mesure 2,8 cm. Et ensuite, on sait que les positions ont été relevées toutes les 50 millisecondes. On va pouvoir alors calculer la vitesse. Donc c'est M2, M3 divisé par T3 moins T2. Ça fait 0,56 mètres par seconde. Alors comme je veux calculer une variation du vecteur vitesse du point 2 au point 3, on calcule également de la même manière la vitesse au point 3. Donc cette fois, on va mesurer la distance M3 et on va diviser par 50 millisecondes. Donc, on peut représenter le vecteur vitesse V2. Nous avons l'échelle.
ici, par exemple, on peut représenter 1 cm pour 0,5 mètres par seconde. Et ensuite, on peut faire la même chose pour le vecteur vitesse V3. D'accord? Maintenant, eh bien, pour calculer la variation du vecteur vitesse du point 2 au point 3, eh bien, on fait tout simplement V3 moins V2. Donc, nous avons les valeurs. Donc, V3, pour moi, ça me donnait 0,8 mètres par seconde, moins 0,56, c'est ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Ça fait un delta V3 de 0,24. Comment le représenter ici? Eh bien, il faut tout simplement, eh bien, vous avez le vecteur V3 qui est déjà positionné. Eh bien, vous mettez le vecteur V2, mais vous le superposez de l'autre côté. Donc, en fait, vous prenez ici et vous repassez ici. Et là, ça va être moins V2. Et donc, ce qui nous reste, c'est ce qui est représenté ici en vert, c'est notre delta V3. N'oubliez pas d'annoter à chaque fois vos vecteurs ou les variations de vecteurs. Bien, alors je reprends cette fois le document précédent, sauf que je fais juste apparaître la variation du vecteur vitesse du point 2 au point 3 avec le vecteur force. Eh bien oui, c'est ce qui nous reste comme force. Comme R et P eh bien, sont opposés et ont même valeur, on va pouvoir les éliminer. Et donc l'ensemble des forces, eh bien, il nous reste la force appliquée par la crosse. Donc, petites informations, donc la masse du palais c'est 170 grammes et la force appliquée sur le palais par la crosse est de 0,82 newtons. Donc, on va pouvoir calculer eh bien, cette relation donc, que vous avez vue en classe de première, la masse fois la variation du vecteur vitesse par rapport au temps. Donc ici, je remplace simplement avec les données qu'on a eues. Donc 0,70, attention, vous devez mettre en kilogrammes, d'accord, fois mon delta V3, c'est 0,24, divisé par 50 millisecondes, j'oublie pas de mettre ça, bien sûr, en secondes, donc ça nous fait 0,050. Je trouve alors ici m fois delta V sur delta T, une valeur égale à 0,816 kg mètre seconde moins 2. Et on peut remarquer eh bien, que cette valeur est assez proche de la valeur. Ici, 0,82, c'est assez proche de la force exercée par la crosse sur le palais. Alors, d'ailleurs, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, mais on remarque que le vecteur force et la variation du vecteur vitesse sont collinéaires. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'ils ont la même direction, le même sens, mais ici des valeurs opposées. Donc là, en l'occurrence, mais on peut très bien avoir une variation de vecteur vitesse dans l'autre sens. Le principal, c'est qu'ils aient tous les deux la même direction. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que le vecteur force ici, eh bien, c'est égal à une constante fois la variation du vecteur vitesse. C'est ce que l'on obtient. Ici, il faut juste multiplier par quelque chose et on aura le vecteur force. Eh bien, tiens donc, grâce à cette observation ici sur le schéma et puis à notre calcul précédent lorsqu'on a calculé m delta v sur delta t, eh bien, on remarque en fait que la force exercée par le palais la force exercée par la crosse sur le palais, c'est égal à la masse fois la variation du vecteur vitesse par rapport au temps. Et lorsqu'on travaille dans des variations de temps infinitésimales, eh bien on peut remplacer ce delta par un petit d, ce qui nous donne en fait la force est égale à la masse fois dv sur dt. Et dv sur dt, nous l'avons vu dans une capsule précédente, c'est égal en fait au vecteur accélération. On va pouvoir alors écrire que la force, c'est égal à ma. Alors ici, nous n'avons qu'une seule force, mais il se peut qu'on va avoir des cas où il y aura plusieurs forces. Voilà pourquoi on met somme des forces, c'est la résultante des forces. Bilan de cette capsule. Vous devez savoir tracer un vecteur vitesse. Vous devez savoir tracer un vecteur variation de vitesse. Vous devez connaître la seconde loi de Newton avec somme des forces qui est égale à ma.